BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle. Un grand merci d'être fidèle, de nous suivre tous les week-ends, à la fois en audio, en vidéo, avec pour commenter l'actu, pour ce giga De quoi je me mêle, Club de la Presse IT, Anthony Morel et Éric Le Bourlou. Et on repart avec cette bonne nouvelle pour les utilisateurs d'Android. Alors, ça s'améliore, on le voit de mois en mois, d'année en année. On voit que les constructeurs font de plus en plus attention à la durée de vie des mises à jour, en fait, des systèmes d'exploitation, parce qu'on est passé de 3 à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans. Et Anthony, visiblement, Qualcomm et Google seraient en train d'essayer d'allonger encore la durée de vie des smartphones, ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, on pourrait arriver jusqu'à 8 ans. Alors on avait déjà Samsung et Google qui avaient annoncé 7 ans, et donc là maintenant on arrive à 8, donc c'est quand même pas mal quoi pour le coup. Donc ils ont annoncé ça. Alors c'est pas tous les téléphones, il faudra que ce soit des téléphones avec la dernière version d'Android et les dernières puces Qualcomm, donc les 8 Elite, c'est ça, si je dis pas de bêtises, je parle sous le contrôle d'Eric. Et les 7 aussi, je crois. Et les 7 aussi, donc voilà, il faudra avoir quand même des générations de puces parmi les dernières, mais en respectant ces conditions et à condition aussi que le fabricant accepte de jouer le jeu, eh bien on aura Samsung, Oppo, Xiaomi, etc. Tous les fabricants Android, eh bien on pourra avoir 8 ans de mise à jour logicielle, mise à jour de sécurité. Ce qui est quand même intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup tapé sur les fabricants sur la question de l'obsolescence programmée en disant tout leur enjeu c'est de faire en sorte qu'on rachète le plus rapidement possible des téléphones, et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui la durée de vie potentielle des téléphones elle est quand même beaucoup plus longue que ce à quoi on pourrait s'attendre, même si la durée de vie réelle, c'est-à-dire le taux de renouvellement, lui, est beaucoup plus court. C'est-à-dire que les gens, en gros, ils changent de téléphone tous les 3 ans. Ça, c'est un petit peu allongé parce qu'on manque d'innovation dans le monde des téléphones. Mais potentiellement, on pourrait les garder 5, 6, 7, 8 ans, c'est pas mal. Mais bon, les gens veulent changer plus rapidement. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des progrès sur ce point-là. Tu sais, on a eu beaucoup de fabricants qui nous ont proposé des petits outils pour remplacer des pièces, etc. Ça, c'était un aspect. Je trouve que l'aspect le plus intéressant, c'est quand même la possibilité d'avoir des mises à jour logicielles, parce que c'est là-dessus, en général, que l'obsolescence venait. Ouais. Alors après, je pense qu'il y a aussi une obsolescence qui cette fois-ci, est inhérente à la technologie, c'est la batterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pourrez avoir 8 ans de mise à jour sur votre téléphone, mais vous serez obligé, à mi-parcours, à minima, de changer la batterie de votre téléphone. Oui, c'est toujours c'est vraiment le talon d'Achille. C'est le seul problème, en fait. C'est le seul problème parce que, comme le dit Anthony, en fait, maintenant, on est arrivé à un stade de perfectionnement technique qui fait qu'un téléphone, même qui a 5-6 ans, peut marcher à la perfection. Il suffit, en général, de réinstaller entièrement son OS et puis vous êtes reparti pour un tour. Il y a assez de mémoire vive, il y a assez... le processeur est assez puissant. En fait, on est arrivé à une puissance tellement énorme sur les téléphones que finalement... Ils en ont sous le pied, quoi. Voilà. Tu vois avec le succès du reconditionné, d'ailleurs, parce que tu peux acheter des téléphones qui datent d'il y a 2, 3, 4 ans. Exactement. Le seul problème, effectivement, comme tu le dis, c'est la batterie, puisque celle-ci, elle va de toute façon dépérir. Mais moi, je trouve ça intéressant ce que fait Qualcomm. Je me demande un peu si on n'est pas dans... Il y a un petit côté coup de com' quand même dans tout ça. Ils veulent montrer que leurs puces, parce que c'est pour leurs puces haut de gamme déjà, et ils veulent montrer que leurs puces sont les meilleures de l'industrie à un moment où ils commencent aussi à se faire un petit peu concurrencer par d'autres acteurs, notamment venus de Chine, comme Mediatek typiquement, qui aussi commencent à faire des puces qui sont de plus en plus intéressantes et moins chères pour les fabricants, et donc dire que on représente le summum du perfectionnement et qu'on fait ça en plus avec Google qui est le concepteur d'Android, on bombe un peu le torse, et il faudra voir effectivement si les fabricants de smartphones y passent, sachant que de toute façon en Europe ça va être obligatoire, il faudra au moins 5 ans de mise à jour. Ce sera une obligation. C'est une réglementation, on va dire. Voilà, d'accord. Et à voir si effectivement ils iront plus loin. Je pense que, je ne sais pas si effectivement les gens changent leur téléphone tous les 3 ans. Je pense que c'est quelque chose qui va être appelé, même s'il y a l'IA, la nouvelle couche qui arrive, qui va peut-être nous inciter à changer de téléphone, parce que les anciens modèles ne sont pas compatibles.
je pense qu'il faut qu'on s'attende quand même à avoir des téléphones qui durent beaucoup plus longtemps et dont on changera simplement la batterie. Ça, c'est pas plus mal, hein, on va dire. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais dites-le nous dans les commentaires d'ailleurs, tous les combien vous changez votre téléphone. Moi, je serais curieux de savoir, tu vois. Alors, nous, nos auditeurs et spectateurs, je pense qu'ils sont peut-être un petit peu déformés. Donc, je pense qu'ils sont probablement ils changent un peu plus souvent que la moyenne. Mais tu vois, même 3 ans, ça me semble court, quoi. Tu vois, enfin, je veux dire, il y a quand même des problèmes de pouvoir d'achat dans le pays. Pouvoir changer de téléphone tous les 3 ans, c'est quand même un luxe si tu veux. Même si tu prends des téléphones tu vois le prix moyen les prix ont tendance, par contre, quand tu regardes le prix des iPhones qui a quand même explosé, le prix des téléphones haut de gamme de Samsung qui sont très chers. En fait, les prix font aussi qu'il y a un moment, il faut garder ces appareils plus longtemps. Parce que après, le prix moyen d'achat, c'est plutôt autour de 300-400 euros. Oui, c'est vrai. Et même, je connais plein de gens qui achètent même des téléphones à 150 euros et ils sont très contents. Par contre, effectivement, en général, ces téléphones-là, ils ont une durée de vie moins longue parce qu'ils sont faits de matériaux moins prestigieux et ils ont justement un support logiciel qui est beaucoup moins important. Ouais, c'est clair. Donc, mais j'incite tout le monde même s'ils ont un téléphone dont ils veulent plus se servir, d'essayer de réinstaller, de le remettre à zéro, voire d'utiliser un système alternatif dont j'avais parlé il y a pas longtemps. Mais après, il faut être un peu bidouille. Alors, toi, tu l'es, mais mais c'est là aussi on se rend compte que en fait le matériel qu'on a est largement suffisant pour 99% des besoins quotidiens, et même sur un téléphone qui a 5 ou 6 ans. Vous aurez des photos un peu moins jolies, ce sera un peu moins bien en vidéo, mais ce sera déjà pas mal. Ça suffit amplement pour les usages du quotidien. Exactement. Dernière chose, c'est intéressant de voir comment Apple va réagir, parce que Apple était un peu le champion de la durée de vie, la longévité des téléphones, sans trop communiquer dessus. Aujourd'hui, en achetant un iPhone en 2025, on peut le garder avec un suivi de mise à jour sérieux pendant 6 ans, 7 ans, je crois. C'est 7 ans, donc ça va être intéressant de voir si Apple va essayer de reprendre la main là-dessus et d'allonger encore la durée de vie de ces téléphones ou pas. Mais en tout cas, garder 30 ans. Non, mais c'est une compétition qui est saine et je trouve que c'est plutôt bien. Oui. Bravo. Donc félicitations à Qualcomm et à Google. Dans l'actu, on en parlait tout à l'heure, du rififi du côté des VPN, les amis. Les VPN, un service que beaucoup de gens utilisent, de plus en plus de gens utilisent. Alors, parfois pour des raisons professionnelles, pour aussi des raisons de déplacement à l'étranger. Moi, typiquement, j'ai un VPN, mais parce que quand je pars aux US ou je sais pas quoi, si j'ai envie de regarder mes séries sur MyCanal, je suis obligé d'avoir un VPN. Parce qu'autrement, MyCanal, aux US, ça marche pas. Hein. Ils vous détectent comme étant... Donc, il y a plein de trucs comme ça. Et il y a aussi on va dire la face un peu plus sombre du VPN, puisque le VPN est là pour brouiller les pistes. C'est un peu le VPN, si vous voulez, pour vous donner l'analogie, c'est comme si vous changiez les plaques de votre voiture, quoi. Et au lieu de vous faire croire que vous êtes immatriculé dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes en Norvège. C'est une belle analogie. C'est ça, en fait. Exactement. Et donc vous avez les policiers quand ils vous flashent, ils se disent non, un Norvégien. C'est un Norvégien, on va le laisser passer. Voilà. Alors qu'en fait, vous avez l'accent marseillais, quoi. Oui, c'est ça le truc. Donc, mais malgré tout, il y a des conséquences, évidemment, là-dessus, Eric. C'est sur, on va dire, la diffusion des droits télé. Parce qu'il y a plein de gens qui, en prenant des VPN, piratent, tout simplement. Oui, c'est clair. Et ça, c'est évidemment un non-dit chez tous les, c'est le fournisseur de VPN. Mais les VPN, ça sert aussi à pirater. Ça sert aussi, par ailleurs, à éviter le géoblocage. C'est-à-dire, quand vous utilisez un VPN avec Netflix, par exemple, vous pouvez accéder à toutes les versions de Netflix, quel que soit le pays, et elles sont souvent plus intéressantes. Vous pouvez avoir, par exemple, des films qui sont pas disponibles en France sur Netflix avec un VPN. Ça, c'est typiquement une utilisation. Ça, c'est illégal, par exemple, de faire ça. Alors, ce n'est pas. Tu vas jamais te faire condamner. C'est contraire au CGU de Netflix. En fait, Netflix fait la guerre à ça et donc essaye de fermer en fait les serveurs VPN quand ils en trouvent, quand ils repèrent, ils les ferment et donc ça devient impossible. Mais il y a un jeu de chat et la souris permanent entre les services de SVOD et les VPN. Oui, parce que il y a une agilité aussi de la part des VPN. Mais surtout, en fait, les VPN, ils servent parfaitement à contourner les mesures de
blocage des sites de piratage sportif, c'est-à-dire des endroits où on peut regarder des matchs de foot notamment, qui sont en fait assez bloqués rapidement par les fournisseurs d'accès, par des simples blocages en fait, DNS. En fait, on voit un site qui pirate, ça se fait très vite. Sauf que quand vous utilisez un VPN, vous passez complètement outre, puisque vous faites semblant d'arriver d'un autre pays. Vous passez complètement outre les blocages. Le blocage des opérateurs télécoms, il disparaît. Il disparaît complètement. Et ça, évidemment, Canal+ et la Ligue de football professionnel, ils sont pas très contents parce qu'en plus, ils ont. Bon, là, il y a eu un petit souci en plus sur l'offre légale qui n'a pas du tout attiré les gens. Et on voit qu'il y a beaucoup de gens qui piratent les matchs de foot. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, c'est désolé, mais les VPN font partie de cet écosystème et donc, tout simplement, tribunal, ont été convoqués plusieurs VPN majeurs. Hein. Il y a NordVPN notamment qui est un peu la star des VPN, popularisée par tous les youtubeurs de France. Si vous n'avez pas vu une pub NordVPN sur YouTube, je ne sais pas où vous habitez, mais ils doivent dépenser des fortunes. Mais il y a aussi ExpressVPN qui est aussi un autre très grand nom. Je pense que c'est contre-productif. Mais je pense que quand tu vois trop une pub, moi, ça m'insupporte. Maintenant, si je prends un VPN, je ne prendrais pas NordVPN. Leur objectif à NordVPN, c'était de dire nous sommes les seuls VPN. C'était d'inonder le marché avec leur nom et de dire on est synonyme de VPN en fait. Wow. Et ça a plutôt bien marché d'ailleurs. Et aussi, donc voilà, aujourd'hui les VPN, ils se retrouvent en justice et on leur demande de pouvoir de bloquer ces contenus. Alors même que ça va à l'encontre totalement bien sûr, de leur fonctionnement. On les paye. Voilà. Et puis même de leur fonctionnement technique. C'est-à-dire demander à un VPN de bloquer des sites qui seraient piratés, des sites pirates, c'est techniquement... Ça leur demanderait d'aller, on va dire, regarder, espionner ce que font les gens déjà, et puis modifier leur code, ce qui ferait que leur solution ne serait plus sûre. C'est un oxymore technologique. Exactement. C'est complètement impossible, enfin c'est pas impossible à faire, ce serait tout à fait, je pense, techniquement possible, mais du coup ça pose un vrai problème de liberté sur Internet, tout simplement, et puis de faisabilité. Et puis après d'abus, parce que au début on commence par les sites, après on peut aller plus loin, quoi, tu vois. Oui. Voilà. Mais pour revenir en fait au droit, hein, rappelons que c'est DAZN qui a les droits de la Ligue 1. Qui n'est pas en forme en ce moment. D'ailleurs, il y a des litiges entre la Ligue de foot et DAZN, parce qu'en fait, voilà... Ils se sont plantés sur leur offre, quoi. Ça coûte trop cher. On va dire que la Ligue, c'est pas forcément de super qualité tout le temps, et évidemment, le modèle économique n'est pas là. Ouais. Donc, après, moi, ce qui me tue, c'est que, est-ce que, au lieu de taper sur les VPN, est-ce qu'il n'y a pas aussi se poser la question et aller au problème, à la source, c'est ça. Moi, c'est qu'il y a un souci. Mais c'est ça. Moi, pour moi, c'est leur responsabilité, en fait. C'est toujours pareil, quoi. Tu t'attaques à l'outil. C'est complètement idiot, quoi. C'est pas l'outil qui est. Mais en plus, cet outil-là, tu pourras jamais t'attaquer et le faire disparaître. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors du coup, les VPN, on l'a pas dit, hein, mais il y a eu une réaction officielle où en gros, les VPN maintenant, alors jouent aussi cette carte un peu chantage, disant oui, nous on va partir, on va quitter le territoire français. Voilà le drama. Donc ça va être. Nous allons partir. Choisis ton camp, camarade. NordVPN ou DAZN. Ouais, retenez-moi ou je fais un malheur. Bon, enfin ça fait partie du jeu, mais c'est un petit peu ridicule aussi, mais dans le conflit, je donnerais plutôt raison au VPN pour raison que donnait Eric, quoi. C'est qu'on va pas leur demander d'aller à l'encontre de leur fonctionnement et de ce à quoi ils servent, juste pour faire plaisir à la Ligue de foot. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est clair. Par contre, oui, effectivement, bon, c'est clair qu'ils agitent la menace de leur retrait du territoire français, mais il y a déjà eu un précédent quand même. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, je crois que c'était il y a 2 ans, il y a déjà eu le même problème avec les résolveurs de DNS. Et les résolveurs de DNS, c'est plus simple qu'un VPN, c'est juste vous changez vos adresses DNS dans votre navigateur. Oui. Et puis on a accès à plein de sites qui étaient bloqués, en fait. Exactement. Puisque c'est pas le DNS de votre FAI qui, donc, lui, va bloquer automatiquement les sites pirates. Or, il y a eu une décision qui a fait que les DNS alternatifs, on va dire, ont été obligés de se conformer aux demandes de blocage.
ce qui a fait que un des acteurs qui opérait un DNS comme ça en France a quitté quand même le territoire. C'était Cisco. Ils ont dit on arrête en France, vu que on nous oblige. Alors d'autres ont obtempéré. Et puis en plus, Google, Cisco, c'est une grosse boîte, donc c'est vrai que c'est un peu. Ouais. Mais par exemple Google qui en a un aussi obtempère. Aujourd'hui. Donc, pour les VPN, ce serait beaucoup plus compliqué de mettre ça en place. Hein. Et puis, donc, c'est vrai que c'est clair que ça va pas sans doute se finir comme ça. D'autant que l'un des grands acteurs du VPN, qui s'appelle Proton, qui est d'ailleurs l'un des meilleurs, qui est basé en Suisse, lui veut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire si on leur oblige à faire ça, aller devant la Cour européenne de justice et puis essayer de pour que l'Europe statue là-dessus. Voilà. Donc ça peut aller très loin en fait. C'est chaud quand même tout ça. Hein. Clairement. Bah oui. Moi ça me fait penser à ces combats d'un autre âge, le combat de l'industrie de la musique il y a 20 ans. Quoi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais là, en fait, l'industrie de la musique était complètement acculée par le piratage. Et la seule réponse, en fait, était la loi Adopi, les DRM sur les chansons. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'on avait vécu. C'était ubuesque. Or, on a vu que la solution, elle a été technologique, ça a été l'innovation, ça a été les Spotify et Deezer. Voilà. Et Spotify est arrivé. Ça n'a pas réglé tous les problèmes de piratage, mais ça a tué dans l'œuf en fait tout ce problème-là. Ça n'a pas réglé les problèmes des musiciens non plus, parce qu'ils sont assez mal payés, mais en tout cas, certes. En tout cas, ça a effectivement. Mais c'est mieux que ce qu'il y avait avant, si tu veux. Bien sûr. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas des gens, les têtes pensantes de tous ces services-là se disent, ok, on pourra pas aller, on pourra pas. On n'arrête pas la marée avec une serpillière. C'est clair. Essayons nous de prendre nos responsabilités, de trouver une solution. Ah oui, mais la solution, c'est toujours pareil. Enfin, après, on va pas faire de politique, mais en France, c'est toujours on régule. Voilà, c'est le premier truc, c'est le premier réflexe. Après, dans d'autres pays, ils ont pas ce réflexe-là. Ouais, mais là, c'est même pas la régulation. On régule ou on tape. C'est la Ligue de foot qui demande beaucoup trop d'argent par rapport à un DAZN qui est complètement, qui n'a pas les moyens. C'est qu'il y a un problème en fait. Et puis, moi, je me rappelle très bien. Moi, je suis pas fan de foot, mais quand DAZN a présenté ses offres à l'époque, tous les gens qui suivent, tout le monde rigolait en disant c'est beaucoup trop cher. Évidemment. Donc voilà, à partir de ce moment-là, quand vous avez un service qui commence comme ça, ça ne peut qu'échouer. Exactement. À suivre, tiens, il y a une autre petite actu Canal, je ne sais pas si vous avez suivi, alors moi je suis abonné à Canal, c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense qu'il y a plein de gens aussi qui l'ont pas vu arriver, cette histoire-là. C'est en fait une fonctionnalité qui était intéressante chez Canal. À partir du moment où vous étiez abonné, vous aviez la meilleure qualité automatiquement, c'est-à-dire la 4K et le Dolby Atmos. Bon, voilà, qui aujourd'hui, si tu as une télé récente, ça te permet d'avoir une meilleure qualité d'image, des meilleurs contrastes, etc. Et en fait, Canal a enlevé cette fonctionnalité à partir du moment où tu n'es pas engagé en tant qu'abonné. Oh, c'est dur. Tu vois. Donc, tu es abonné à Canal, ok, tu payes, mais tu n'es pas engagé. Donc, tu payes, je sais pas, 20, 30 euros par mois. Tu as tous les services, sauf que tu es en HD. C'est un peu comme si tu prenais le premier... T'as même plus la 4K, t'as plus le 4K, t'as plus le Dolby Vision et le Dolby Atmos, ok. Donc, et en fait, Canal, qui a très mal joué le coup là-dessus, n'a pas communiqué là-dessus. Il y a plein de gens qui se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je paye Canal, j'ai plus ce problème, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, Canal après a expliqué que il fallait passer en engagement sur 1 an ou 2, je sais plus quoi, pour pouvoir retrouver ces fonctionnalités. Je trouve ça anti-commercial au possible. C'est anti-commercial, c'est maladroit et autant moi j'adore MyCanal. Je trouve que c'est vraiment un service aujourd'hui de télévision qui n'a pas à rougir face aux géants américains, etc. Mais là, vraiment, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. C'est pas très malin. Mais c'est vrai que tous ces services de streaming en même temps, ils cherchent des moyens d'augmenter les prix. Tu vois, c'est mesquin. Et franchement, tu vois, tu vas gagner peut-être quelques millions d'euros, mais en termes de qualité, de relations clients et d'image, c'est complètement tordu en fait. Je te dis, c'est pas à la limite. Tu pourrais imaginer des trucs qui feraient que si tu es engagé, tu as plus d'avantages, mais ça c'est vraiment tordu. J'ai jamais entendu un truc pareil. C'est ça. Alors, en même temps, c'est vraiment passé en douce parce que moi j'en avais pas entendu parler du tout. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Alors, je pense que tous ceux qui sont abonnés à MyCanal, et surtout si vous le regardez en OTT, c'est-à-dire sur les téléconnectés, Apple TV, etc., voilà, c'est un problème. Si vous voyez que l'image est dégradée, par exemple, alors c'est de la 4K, tu vois, c'est de la HD, mais quand même. Mais bon, voilà, tu passes. Tous les contenus sont pas en 4K non plus. Alors Canal va proposer ou propose une option
Tu vois, c'est-à-dire qu'en plus, ils te demandent, si par exemple tu n'es pas engagé, pour retrouver ces fonctionnalités, tu es obligé de rajouter quelques euros par mois. Wow. Ok. Bon, ok. Voilà, on change de sujet parce que celui-là est très triste. Qu'est-ce que, alors l'appli, tiens, si on parle de Tabletop. Ah oui, tiens, incroyable. Alors là, pour le coup, moi j'ai été bluffé par ça. Je suis pas utilisateur du Vision Pro et pas d'Apple en général. Et on a beaucoup critiqué. Ça faisait un moment qu'on parlait pas de Vision Pro. Bah oui, c'est ça. Bon, il avait un peu disparu. Il avait un peu disparu de la circulation. Et peut-être qu'ils vont l'enterrer, on ne sait pas trop. Mais non, ce qu'on disait, c'est qu'il y a un manque criant de ce qu'on appelle des killer apps, voilà, d'applications qui donnent vraiment envie de l'acheter. Et là, pour le coup, moi j'ai été assez bluffé donc, avec cette appli qui a été lancée par la NBA. Donc il s'appelle Tabletop et en gros le principe c'est que tu vas voir un match de basket non plus sur ta télé mais sur la table basse de ton salon. Wow. Alors on envoie quelques images pour ceux qui nous regardent sur YouTube ou sur BFM Business. Franchement enfin si vous êtes avec nous à la télé ou si vous avez l'image, c'est impressionnant. C'est dingue, c'est-à-dire que vraiment tu as une modélisation en 3D qui se c'est des vrais joueurs parce que de là où je suis, j'arrive pas à voir. C'est des vrais joueurs. Alors c'est des vrais joueurs. C'est pas un jeu vidéo quoi. Non, c'est les vrais joueurs, c'est un vrai match. Donc tu as des sortes de figurines en gros en 3D quoi, comme des micro-hologrammes. C'est pas des hologrammes techniquement, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est un peu le principe si tu veux. Toi tu as une vue surplombante au-dessus de ta table basse, un peu comme un dieu qui regarderait comme ça ce qui se passe autour de lui. Et puis tu peux tourner autour de la table, enfin avoir des visions diverses et variées. Il y avait eu d'autres tests qui avaient été réalisés, notamment avec l'HoloLens de Microsoft à l'époque avec du foot. Mais il y a vraiment cette idée de changer la façon dont on va consommer le sport. Et c'est vrai que c'est quand même assez spectaculaire. C'est pas encore tout à fait au point. On voyait les petites figurines. Bon, elles sont encore, on va dire, on pourrait les affiner encore un petit peu. Mais je veux dire, le principe est quand même extraordinaire. Si tu veux avoir vraiment une expérience complètement immersive, tu as ton écran avec une vue d'une part, les statistiques qui s'affichent, et puis tu as la vision en mode figurine Subbuteo. Si vous vous souvenez de Subbuteo, bien sûr. Moi, ça m'a fait penser à ça immédiatement, tu sais. Ouais. Mais sauf que là, voilà, c'est un vrai match qui se déroule sous tes yeux. Moi, je trouve ça quand même assez dingue. Voilà. Et peut-être que demain, grâce à des caméras, des nouveaux systèmes de captation vidéo, on pourrait retrouver les vrais joueurs en fait. Mais bien sûr, comme ça, dans cette, absolument. Tu vois, on pourrait les modéliser en temps réel en 3D et les avoir et d'avoir une retransmission. Il y a pas mal d'expérimentations. La NBA est très en pointe sur ces sujets-là. Ils travaillent avec Meta depuis des années. Tu peux avoir les matchs avec les casques MetaQuest, ce qui est déjà spectaculaire, où tu peux choisir ta place dans les gradins, tu peux te mettre sur le bord du terrain. Et effectivement, tu as raison, l'étape d'après, ce serait d'intégrer des caméras sur les joueurs ou sur les arbitres pour avoir la vue Wembanyama, tu sais. Génial. C'est pas infaisable techniquement. Ça nécessiterait à mon avis beaucoup de bandes passantes et beaucoup de moyens, mais c'est jouable. Mais tu vois, un Super Bowl, il y a tellement de milliards en jeu, tu peux casser le truc et faire tu vois, une retransmission un peu dingue, quoi. Complètement. C'est chouette. Tiens, puisqu'on parle du Vision Pro, pour terminer, je sais pas si j'ai reçu un communiqué de presse d'Apple, ils vont sortir un film de Bono. Qui va raconter la vie de Bono, donc le chanteur de U2, qui sera disponible sur Apple TV normal devant votre télé, quoi, enfin un documentaire, mais qui sera aussi tourné pour le Vision Pro. Ah wow. Est-ce qu'il sera obligatoire avec le Vision Pro comme à l'époque, comme l'album de YouTube sur l'iPhone, comme l'album de YouTube. Alors je sais pas si ça sera, mais je pense que encore Bono, à chaque fois, quoi, tous les jours. Mais ça sera le premier contenu. Je crois que ça sera le premier film qui a été tourné. Et qui sera compatible avec le Vision Pro. Wow. Donc c'est intéressant. Voilà. YouTube qu'on avait vu à la Sphère. Et déjà, c'était une retransmission incroyable d'un concert de YouTube. Alors qu'ils n'étaient pas là, mais on était installés dans la Sphère et avec l'océan d'écran qu'il y avait devant, tu avais l'impression que la scène était vraiment là et tu avais YouTube qui chantait pour toi. Quoi. Si on te le dit pas, non mais c'est ça qui est fou. C'est fou. Si on ne te dit pas que c'est pas un vrai concert, moi franchement j'aurais cru que c'était un vrai concert. On avait été bluffés, vraiment. Ah oui. Franchement, incroyable. C'est dingue. Incroyable. Donc voilà. Écoutez, vous voyez, on avait raison de dire au début qu'il y avait beaucoup d'actu quand même. Ouais, il nous en reste même. On a encore des petits trucs. Bon, on les gardera pour la semaine prochaine. Tiens, la semaine prochaine, on sera au Mobile World Congress à Barcelone. Pour Tech & Co, la quotidienne, lundi, mardi, il y aura Tech & Co Business avec Fred Simotel. Et pour De quoi je me mêle sera depuis le Mobile World Congress de Barcelone avec des invités prestigieux. Je vais recevoir entre autres le patron du GSMA qui en fait régit, qui est un peu l'association de tous les opérateurs télécoms et qui organise aussi le Mobile World Congress. Donc ça va être intéressant de discuter avec ce monsieur. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci les amis. Et je vous rappelle qu'on n'est pas tout à fait, on se dit pas tout à fait au revoir, parce que si vous êtes avec nous en podcast audio, quelques minutes de plus vous attendent tout de suite. C'est le module bonus, toujours avec Éric Le Bourlou et avec Anthony Morel. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.